Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je crois que c'est la 9e rencontre annuelle de la chaire Yves Oltramar que j'ai le plaisir et l'honneur d'introduire. Et je tiens naturellement à remercier un certain nombre de personnes. Tout d'abord, Monsieur Oltramar, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Toutes les équipes de l'IHEID qui, et vous pouvez imaginer la complexité de l'organisation, parce que nos intervenants viennent d'Ourbi et Torbi. Donc, toutes les équipes de l'IHEID, vous me permettrez de ne citer que 3 personnes pour ne pas être trop long. Evelyne Bryden, Xavier Vitali et puis Théo Pilowski, qui ont été à la manœuvre. Je dois bien entendu remercier les chercheurs associés de la chaire Yves Oltramar et notamment les 3 d'entre eux qui sont véritablement les responsables scientifiques de ce colloque. En réalité, nous avions décidé avec Yves Oltramar de prendre comme sujet religion, politique et migration. J'avais commencé à travailler sur la construction du colloque, notamment Naïma en vous invitant pour la conférence inaugurale. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est le monde à l'envers, je ne connais absolument rien au sujet. Et on a comme chercheurs associés 3 chercheurs qui font du terrain, qui vivent ce sujet de l'intérieur. Donc je leur ai passé le bébé et ce sont eux qui ont entièrement conçu le colloque. Nous les en remercions naturellement. Et puis, un grand merci aux intervenants qui vont animer ces 3 jours extrêmement riches. Vous avez le programme. N'hésitez pas à redemander des programmes si vous souhaitez en avoir un sous la main, sous la forme papier. Un remerciement particulier à Naïma, qui non seulement a accepté de tenir cette conférence inaugurale, mais qui en a maintenu le principe, bien qu'elle soit lâchement attaquée par les miasmes de l'automne. Ainsi d'ailleurs que Roberto Beneduce, qui malheureusement a dû renoncer à sa participation mercredi. Mais c'est un petit peu les inconvénients et les risques à la fois du métier et de la saison. Donc je pense qu'il est inutile d'insister sur l'évidence du sujet et à vrai dire l'évidence tragique du sujet qui nous occupe aujourd'hui, puisque nous sommes un 7 octobre et nous avons tous bien entendu à l'esprit l'offensive du Hamas l'année dernière, les crimes contre l'humanité dont elle s'est accompagnée et le flux de déplacés qu'elle a provoqué au sein même de l'État d'Israël. Ensuite, l'intervention militaire, la prise de contrôle militaire à grand renfort de bombardement par Tsahal de Gaza, et puis aujourd'hui la guerre de facto entre Israël et Hezbollah, et ces différentes facettes du même conflit, du même vieux conflit israélo-palestinien, se traduit par des millions de réfugiés dans des conditions absolument épouvantables. Nous avons également la guerre d'Ukraine, qui a provoqué la plus grosse mise en branle de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe. On pourrait malheureusement allonger la liste. Je ne prendrai qu'un dernier exemple qui est d'actualité. Nous avons vu que, sans beaucoup de surprise, le président Kais Saied a été réélu en Tunisie hier. Et je voudrais quand même rappeler le pacte faustien entre l'Union européenne et ce président et ce processus de restauration autoritaire. Kais Saied, incarnant une politique xénophobe et religieusement orienté, est devenu un petit peu le chien de garde de l'Union européenne pour endiguer les migrants, notamment en provenance d'Afrique subsaharienne. Alors, ces conflits, naturellement, ou ces situations sont très différentes les unes des autres. Néanmoins, elles ont au cœur de leur agenda quelque chose à voir avec la religion, même si nous savons très bien que l'origine de ces conflits, l'origine de ces situations n'est pas d'ordre religieux.
Et ce qui nous intéresse, c'est précisément ce quelque chose à voir avec le religieux. Et là, j'en finirai par cette dernière remarque, là, nous sommes confrontés à un paradoxe. D'un côté, ce que nous appelons aujourd'hui la migration ou le voyage est au centre de la plupart des religions. C'est vrai naturellement des monothéismes, y compris avec leur mythe fondateur, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de la journée de demain, mais également dans des religions, ou ce qu'on appelle communément des religions, qui ne relèvent pas du monothéisme. Par exemple, en Afrique subsaharienne, tous les mythes fondateurs des cités, y compris dans leur dimension religieuse, sont des mythes de migration. C'est toujours le beau prince, fuyard, fugitif, qui arrive dans un royaume, qui séduit la belle princesse, la fille du roi, et qui, etc., etc. Donc, il y a une omniprésence du voyage, du déplacement, de la mobilité, de la migration dans les religions, dans le fait religieux. Et simultanément, aujourd'hui, nous sommes dans un moment historique de prohibition coercitive de la migration, généralement au nom de critères qui, de manière explicite ou implicite, relèvent du religieux. Et en particulier la grande phobie de l'islam qui s'est emparée de l'Europe. Donc d'une certaine manière, nous allons essayer de démêler ce paradoxe, et fidèle à la tradition intellectuelle de la chaire, qui résonne plutôt dans les termes de la sociologie historique et comparée du politique, nous nous sommes d'abord tournés vers une historienne, Naïma Germani, pour nous rappeler qu'en réalité, le débat, les problèmes, les réflexions ou les conflits auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, eh bien, notre Europe les a connus et y a apporté, en tout cas, des débuts de réponse il y a déjà plusieurs siècles. Donc Naïma va nous parler de cela à partir d'un très beau livre dont je vous recommande la lecture, mais je passe tout de suite la parole à Thomas Pérez qui va introduire Naïma et qui va modérer le débat. Petit changement par rapport au programme, mais c'est le côté improvisation de la chose. Merci Thomas. Bonjour à tous et à toutes. C'est un gros plaisir de revoir des têtes, de revoir des nouvelles. Donc, juste simplement pour présenter rapidement, parce que de toute façon, il faut vite y aller, Naïma Germani, qui, disons, ça ne s'invente pas, mais un nom pareil, elle a travaillé sur les portraits et le lien entre le portrait et la politique, et le rapport avec la politique dans l'Empire romain, le Saint-Empire romain germanique. Il fallait le faire. Bien joué. Et donc ça, on va fêter les 20 ans de sa thèse. Et à la suite d'un premier petit mercato, elle est partie sur Grenoble, où elle a passé le reste de sa carrière, il me semble, où elle est maître de conférence depuis là-bas. Sinon, grande, disons, publication à remarquer, la Marie mondialisée, qui est un atlas, qui est un commentaire de l'atlas de Gutenberg, qu'elle a publié et co-dirigé avec Olivier Christin, que je cite vu qu'il est déjà venu dans la maison. Et enfin, elle a travaillé sur son habilitation à diriger des recherches sur le droit des exilés, la généalogie du droit d'asile au XVIIIe siècle, qu'elle a publié l'année passée au PUF. Et donc simplement, juste avant de lui laisser la parole, si elle veut bien, pour donner une certaine tonalité à ces 2-3 jours que nous allons passer ensemble, je me disais que ce serait une bonne idée, comme en guise de bienvenue, de vous lire une page de Charles Ferdinand Ramu, qui est le grand poète suisse, vaudois. On est à Genève, alors certes, les Vaudois n'aiment pas trop les Genevois, mais là n'est pas l'important, parce que lui dépassait tout ça, finalement, quand il voit le lac Léman, parce que c'est surtout un lémanique, quand il voit le lac Léman, c'est avant tout un bout du Rhône. Et le bout du Rhône, il prend source à Derborance ou dans les grands glaciers, mais lui, il sent déjà la Provence, il sent déjà les tableaux de Cézanne, il sent déjà la Méditerranée. Et donc, finalement, auteur très local, mais qui réussit à dépasser. Donc, je vous propose ce petit mot qu'il écrit en souvenir de son très grand ami Igor Stravinsky, qui lui aussi était un migrant exilé, qui a beaucoup
voyager. Et donc je pense que ces paroles sont bonnes pour donner une certaine coloration à ce qu'on va dire, d'autant plus pour les raisons que Jean-François a énoncées plus tôt. Et il n'y avait plus d'espace, j'entends l'espace qui sépare, car quand vous me parliez alors de votre pays, Stravinsky, et que je vous parlais du mien, c'était bien plus encore qu'une frontière terrestre qui tombait. Les frontières terrestres ne sont pas seules en cause. Qu'elles tombent, qu'elles soient tombées, encore se heurte-t-on à ces autres frontières qui sont entre les hommes. La séparation de leur corps et que leur corps à chacun d'eux est une fin avec le vide ensuite, un vide infranchissable. Quand vous me parliez, certains soirs, de votre pays et que je vous parlais du mien, que nous cheminions à travers le vôtre en pensée ou que nous cheminions en état de chair dans le mien, puis j'allais jusqu'à dire que parfois il me semblait que ce vide n'existait plus et nous n'étions plus deux personnes et il n'y avait plus deux pays. Parce que par-delà les deux pays, par-delà tous les pays, par-delà nous-mêmes, il y a peut-être le pays. Perdu, puis retrouvé, puis perdu de nouveau, puis retrouvé pour un instant. On en a un en commun. On a en commun un père et une mère, où la grande parenté des hommes s'entr'aperçoit pour un instant. Et n'est-ce pas à la réapercevoir que tendent en somme tous les arts, et à nulle autre chose? N'est-ce pas à quoi tendent les mots qu'on écrit, les tableaux qu'on peint, les statues qu'on taille dans la pierre ou qu'on coule en bronze? À cela, à nulle autre chose. Nous atteignons pour un instant peut-être à l'homme d'avant la malédiction, d'avant la grande première bifurcation dont chacun des embranchements a comporté ensuite une bifurcation nouvelle, et celle-ci une autre, et ainsi de suite à l'infini. De sorte que pour finir, on est chacun tout seul sur son petit bout de sentier, où on sent bien que rien n'est abouti, rien n'est éclos, rien n'est complet, rien n'est parfait. Car aucune musique n'est parfaite, aucun livre, aucun tableau, et tout travail d'abord est dur, tout travail difficile, tout travail, toute espèce de travail se fait d'abord contre nous-mêmes et contre quelqu'un. Et il finit jusqu'à de rares instants ainsi, par une espèce de renversement, la bénédiction intervienne, il y ait cette collaboration avec quelqu'un, qu'il y ait cette possibilité de retour, ce retrouvement. Voilà, et là-dessus, je laisse. Merci beaucoup pour cette double belle présentation. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je commencerai, moi, malheureusement pas par un texte littéraire, mais par une juriste ségolène Barboux-Desplaces qui récemment notait dans un article que le droit, qu'il soit français, européen ou international, ne comportait pas la notion d'exil. Alors certes, il existe un droit des étrangers, un droit d'asile, de très nombreuses lois immigration, comme la dernière promulguée en France le 26 janvier 2024, mais l'exil est une catégorie absente du droit. Alors ce mot revient pourtant en force dans les sciences humaines et sociales et également dans les milieux militants. Il est issu du latin exilium, un terme juridique qui renvoyait grosso modo, mais on y reviendra, au bannissement. Son préfixe rappelle le lieu d'où l'on part, ex, et sa racine serait solum, le sol ou la terre. Mais cette étymologie est contestée par les latinistes, notamment par Mireille Courant, qui souligne qu'on ignore si le latin a voulu marquer l'idée d'expulsion ou celle d'errance. En effet, comme le soulignait déjà Ovide, lui-même exilé en Scythie mineure, l'actuelle Roumanie, dans Les Tristes, et aujourd'hui Didier Fassin et Anne-Claire Desfossés dans leur très beau livre « L'exil toujours recommencé », il existe une double dimension de l'exil. La contrainte du départ liée à une violence politique, économique et l'indétermination du voyage qui peut devenir un cheminement indéfini. C'est cette part-là qui n'existe pas dans le droit. La réalité personnelle et sociale de l'exil, le dépaysement qui en découle,
le sentiment de déracinement, les vulnérabilités particulières qui en résultent, ne sont pas abordés, ou alors de manière très marginale par le droit. L'exil n'a pas de régime juridique propre, ajoute Ségolène Barboux-Desplaces. Le droit ne dit pas l'exil, mais peut-il le faire? Alors c'est précisément cette question qui se pose au XVIIe siècle, lorsque les villes et les territoires se trouvent confrontés à l'afflux de centaines de milliers de personnes fuyant leur pays. Tout commence par l'expulsion, ça commence bien avant même, mais disons que pour l'époque moderne, un des points de départ est l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, les conversions massives engagées par la réforme luthérienne en Allemagne, puis réforme calviniste en France et dans toute l'Europe, dans la première moitié du XVIe siècle, provoquent de nombreux conflits qui obligent de nombreux membres de la confession minoritaire à fuir. On retrouve des Huguenots sur les routes au milieu du XVIe siècle, des Néerlandais protestants, fuyant par exemple la répression du duc d'Albe, les luthériens de Bohême qui échappent à la recatholicisation forcée de leur royaume dès le début de la guerre de 30 ans dans les années 1620, mais aussi des catholiques anglais trouvant refuge en France, des juifs ashkénazes affluant aux Pays-Bas, des Vaudois et encore une fois des réformés français faisant escale en Suisse à la fin du XVIIe siècle. Tous ces groupes constituent les flux les mieux identifiés, mais il en existe bien d'autres. Émerge ainsi une figure à la fois politique, sociologique et littéraire, qui est celle de l'exilé. Alors, partir, bien sûr, mais pour aller où? Cette question se pose de manière complètement inédite aux exilés, mais aussi aux principautés et aux villes qui les accueillent. Que va-t-on faire de dizaines de milliers de personnes? Doit-on leur offrir un asile? Et pour combien de temps? Accueillir, est-ce que c'est seulement proposer une assistance d'urgence ou est-ce proposer un statut juridique qui permet d'échapper à cette condition d'incertitude, pour reprendre les mots de Simona Cerutti, qui caractérise les personnes étrangères et mobiles? Enfin, l'asile est-il un droit ou un simple devoir? Alors, accueillir juridiquement des personnes vulnérables n'est pas du tout une idée évidente à l'époque moderne, dans la mesure où le droit d'asile, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, n'existait pas. Alors, aujourd'hui, très rapidement, si on se penche sur le site du ministère de l'Intérieur français, un devoir de protection des personnes menacées dans leur pays, un droit au maintien sur le territoire, ainsi qu'à des conditions d'accueil dignes pendant toute la durée de l'examen de leur dossier. Et pour la loi suisse de juin 1998, l'asile comprend la protection et le statut accordé en Suisse à des personnes en Suisse, donc en raison de leur qualité de réfugiés. Il inclut le droit de résider en Suisse. Alors, ces définitions s'inspirent largement de celles de la Convention de Genève de 1951, amendée par le protocole de New York de 1967, qui étend la définition du réfugié aux populations non européennes. Alors, ce droit d'asile institutionnalisé au XXe siècle considère que nombre de personnes quittent leur pays d'origine pour des raisons de persécution et qu'elles ont droit à une protection spéciale à cause de leurs conditions particulières. Les chercheurs et les chercheuses spécialisés en sciences juridiques s'accordent pour souligner qu'aujourd'hui, le droit d'asile est un droit fondamental, un droit, pour citer Marie-Laure Basilinguinch, un droit pour le demandeur d'asile, un devoir pour le pays d'accueil. Or, selon les historiens et historiennes, ce droit d'asile contemporain est formulé juridiquement à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française. C'était en 1793, lors de la première constitution de la Première République. Nous trouvons l'article 120. Le peuple français, déclare cet article, donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. Alors, proposer, donc un article très bref qui d'ailleurs n'a jamais été appliqué dans les faits, mais en tout cas proposer l'asile, c'est-à-dire proposer une protection pour des étrangers persécutés, était en fait une idée peu évidente dans un contexte où le droit des étrangers peinait à exister, ou même au début du XVIe siècle n'existait pas.
Alors, ces positions favorables à l'asile qui émergent à la Révolution française ne sont pas nées sponte sua des esprits des Lumières. Elles sont à relier à une longue tradition intellectuelle du droit des gens, ce qu'on appelle donc le droit international, d'une grande vitalité, qui a été entamée au XVIIe siècle avec Hugo Grotius, et qui a connu une fortune considérable au XVIIIe siècle avec le juriste allemand Christian Wolff et Emer de Wattel, un juriste neuchâtelois, dans leur traité sur le droit des gens. Alors, les deux derniers juristes, Wolff et Emer de Wattel, décrivaient l'asile autant comme un droit que comme un devoir. Sa légitimité et sa source puisaient, disait-il, dans l'humanité des réfugiés, fondant ainsi durablement le droit d'asile sur des sentiments moraux. Wattel notait par exemple que les exilés et les bannis ont droit d'habiter quelque part. Et il ajoute, il ne faut pas perdre de vue la charité et la commisération qui sont dues aux malheureux. Alors, ce faisant, Wattel et ses successeurs révolutionnaires jetaient les bases du droit d'asile contemporain qui présuppose que le réfugié ne perd pas ses droits en exil, qu'il bénéficie de droits supérieurs, des droits humains, et l'État doit accueillir et protéger ces réfugiés en reconnaissant précisément ces droits. Alors, les juristes du XVIIIe siècle dessinent donc un droit d'asile reposant sinon sur un principe charitable, du moins sur un sentiment, la pitié, la commisération. Cette apparition de sentiments moraux caractérise la nouvelle formulation du droit d'asile. Or, ces émotions, ces sentiments de compassion, cette capacité à imaginer la détresse de l'autre, la conviction qui en découle que nos sentiments intimes sont identiques, comme légitimation de l'asile, est tout sauf évidente quand on sait que depuis l'Antiquité et surtout le Moyen-Âge, le droit d'asile a été, y compris jusqu'au XVIIIe siècle, un droit associé au droit pénal. Il offrait la possibilité provisoire pour une personne poursuivie par la justice d'acquérir une protection et une intercession et d'échapper donc pour un temps à sa peine. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-on passé d'un droit d'asile qui protégeait, suspendait pour un temps la peine d'un délinquant ou d'un criminel en fuite à un asile réservé aux personnes persécutées et innocentes. Alors, cette question a été assez peu abordée par les historiens du droit, et l'hypothèse que j'ai formulée, mais qui avait été formulée avant, sans être développée plus que cela, c'est que cette transformation est alliée directement à l'expérience de l'exil, à l'afflux de milliers de réfugiés dès le milieu du XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle. Ce sont, à mon sens, eux et elles, qui, directement ou indirectement, ont engagé une profonde refonte et reformulation du droit d'asile dans les pays d'accueil, qui étaient à l'époque à majorité protestante. Alors, il me semble que ce sont les problèmes concrets. Je ne dis pas que c'est le protestantisme qui a reformulé le droit d'asile, mais ce sont quand même les problèmes concrets de l'accueil rencontrés par les minorités confessionnelles, auxquels devaient faire face les principautés, les conseils de ville, qui ont abouti à cette reformulation de ce droit d'asile par des juristes, en l'occurrence protestants. Et peut-être que je vais découvrir des juristes catholiques pendant cette période. Alors, ces actions, quelles étaient-elles ? C'était, par exemple, envoyer des pétitions, écrire des doléances, en puisant dans des ressources juridiques diverses. Et parmi ces ressources juridiques, il y avait une culture biblique extrêmement vivace, qui notamment mettait en scène des sentiments et activait des sentiments, et notamment un sentiment de pitié. Alors, dans cette conférence, je rappellerai d'abord ce qu'était le droit d'asile à l'époque médiévale, et je montrerai comment s'organise concrètement à l'accueil des réfugiés confessionnels à l'époque moderne, pour enfin voir comment s'élabore ce droit des exilés, où se mêlent droit et sentiment. Alors, avant de devenir un droit donc fondé sur les sentiments moraux et l'humanité des réfugiés,
Le droit d'asile est d'abord associé au domaine pénal. Il y avait en fait 3 types d'asile au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Un asile ecclésiastique était sans doute le plus important, issu de l'Antiquité. Un asile laïque interne, qui était propre à certaines villes, certains territoires. Et puis un asile externe qui concerne plutôt l'asile diplomatique. Alors, si on revient aux premières traces des pratiques de l'asile, celui-ci s'inscrit dans une tradition biblique et antique avant de devenir un droit véritable à Rome, à l'époque impériale, quand s'institue un droit de protection réservé aux esclaves qui trouvaient refuge dans les temples impériaux ou auprès des statues de l'empereur. Au IVe siècle, ce droit devient un droit ecclésiastique. Il incombe aux évêques un devoir d'intercession en faveur des infortunés et des persécutés, mais aussi en faveur de ceux qui sont poursuivis injustement ou qui sont condamnés à une peine judiciaire. Alors, cette pratique de l'intercession et de l'asile entre dans la législation impériale au Ve siècle avec les codes théodosiens et justiniens. Alors, l'asile se définit alors comme un devoir et un droit sacré qui oblige une autorité ou une ville ou un lieu à protéger ceux qui sont en cet endroit. Le réfugié est alors sous protection divine. L'asile est donc attaché d'abord à un espace, à un lieu sacré, délimité, qui produit un droit de protection. Et ce droit de protection se transmet en quelque sorte par contagion aux criminels. Ce n'est donc pas un droit de la personne en fuite, mais même si bien sûr il permet d'adoucir la fuite, d'adoucir la peine dont celui-ci est frappé. Le droit d'asile appartient majoritairement à l'Église et constitue un de ses plus grands privilèges. Alors, tout au long du Moyen-Âge, les spécialistes du droit canon, qui s'intéressent au droit d'asile, débattent, disputent entre eux pour définir les périmètres de protection autour des églises. On a une législation conciliaire qui augmente puis qui réduit les périmètres de protection. L'autre sujet de débat et l'autre activité législative concerne les punitions contre ceux qui viendraient enfreindre le droit d'asile, donc ceux qui ne respecteraient pas l'inviolabilité du lieu. Toutefois, ces restrictions surgissent progressivement dans la typologie des personnes qui peuvent bénéficier de l'asile. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le Moyen-Âge, la liste des personnes pouvant bénéficier de l'asile se réduit. Par exemple, au cours du Moyen-Âge, sont exclus les voleurs des rues, les chevaliers pillards et les pirates. Alors, cette pratique de protéger des criminels ou des délinquants en fuite était par ailleurs contestée par les États. À partir de la fin du Moyen-Âge et surtout au XVIe siècle, les États, et notamment les souverains, commencent à considérer ce droit d'asile, ce puissant droit d'Église, comme un obstacle au droit de justice du souverain. Et c'est pour cette raison que les monarchies françaises, anglaises, s'empressent de contester ce droit d'asile et son caractère divin, et déclarent que la poursuite de criminels pouvait avoir lieu dans toutes les églises. Elles ajoutent que ce droit ecclésiastique était un abus et donc une barrière à la bonne justice. Progressivement, on voit donc apparaître des textes de la part des monarchies européennes qui visent à restreindre, à lutter contre ce droit d'asile. Louis XII en 1512, donc en France, François Ier, son fils, en 1539, dans l'ordonnance de Villers-Cotterêts, ou encore Henri II en 1547, décrète que tout criminel peut être recherché et arrêté dans toutes les églises. Alors, on a ces mêmes processus de manière aussi très visible dans les pays convertis à la réforme protestante. Le droit d'asile ne concernait donc que des personnes en fuite parce qu'ayant commis ou étant soupçonnées d'avoir commis un délit ou un crime. Évidemment, la question se pose tout autrement pour les centaines de milliers de personnes
qui partent parce qu'ils sont chassés pour leur confession. Et cette arrivée massive soulève des questions tout autres autour du thème de l'asile. Alors, effectivement, je rappellerai rapidement que dès la seconde moitié du XVIe siècle, l'émergence du protestantisme provoque des conflits et des politiques coercitives à l'égard de plusieurs minorités qui sont occasion de départ. Et ce faisant, plusieurs terres deviennent des terres d'accueil. Genève, par exemple, dès le début de la réforme protestante en France, est un des hauts lieux du refuge, surtout pendant les guerres de religion. Mais on a les mêmes flux pendant la guerre de 30 ans, notamment dès les années 1620, où les luthériens de Bohême fuient la recatholisation de leur pays et se précipitent à Dresde et puis en Saxe de manière générale. Bref, le flux ne s'arrête pas au XVIIe siècle. On trouve des catholiques anglais qui trouvent refuge en France, des juifs ashkénazes qui fuient aux Provinces-Unies, suivis par les Vaudois qui fuient la Savoie, et bien sûr, comme je l'ai déjà évoqué, les Huguenots autour des années 1680. Et le dernier groupe, ce sont les luthériens de Salzbourg en 1732. Alors, c'est offrir un accueil non plus à quelques individus isolés, comme c'était le cas au début du XVIe siècle, mais à des dizaines de milliers de personnes, est évidemment une gageure. Alors, parmi toutes ces vagues de migration forcée, la plus importante, la plus marquante, est sans doute la persécution des Huguenots un peu avant, puis après, pendant et après la révocation de l'édit de Nantes. Parce que malgré les défenses, je cite, très expresses et itératives faites aux réformés de quitter le royaume de France sous peine de galère pour les hommes et d'emprisonnement pour les femmes, environ 150 000 à 200 000 Huguenots quittent le royaume. Alors, à peu près 40 000 passent par la République de Genève et par la Confédération helvétique. Par exemple, dans la nuit du 1er au 2 octobre, au 2 octobre 1685, 1000 à 1500 personnes se présentent aux portes de Genève, qui compte à peine 20 000 habitants. Donc c'est un nombre considérable pour une ville relativement petite. Et la plupart viennent du Dauphiné voisin, mais aussi du Languedoc, du Vivarais, après une traversée des Alpes souvent éprouvante, au moins jusqu'en 1687, période pendant laquelle la frontière est très surveillée. Donc il y a très souvent des arrestations, des mises en prison, et puis les réfugiés tentent de repartir, et ces traversées de frontières peuvent durer des mois. Alors, une fois cette frontière traversée, évidemment, la première aide fournie aux réfugiés est une aide charitable, l'octroi d'un viatique pour continuer le voyage, et cette aide est fournie par des organismes charitables gérés par les réfugiés, les anciens réfugiés eux-mêmes, qu'on appelle donc les bourses. Alors, cette solution immédiate offre certes un répit, mais elle ne répond pas à la question du statut des réfugiés eux-mêmes. Alors, en fait, l'accueil des réfugiés, puisqu'il n'y a pas véritablement de modèle législatif, l'accueil des réfugiés en Europe, dans l'Europe protestante, ne suit pas de véritables règles. Au début du XVIe et même au début du XVIIe siècle, très souvent, on trouve des solutions au cas par cas. Ce sont les individus eux-mêmes qui doivent prendre en charge leur propre installation. C'est le cas des protestants de Bohême qui arrivent en Saxe, ou des réformés d'Autriche qui arrivent pendant la guerre de 30 ans dans le sud du Saint-Empire. Les villes et les territoires n'offrent pas de réponse uniforme. L'exercice du droit est systématiquement localisé. Il dépend de situations et de lieux donnés. En général, plusieurs instances attribuent des droits qui permettent à la suite une appartenance locale, qu'elle soit brève ou durable.
Par exemple, les réfugiés les plus nécessiteux sont accueillis par les églises, les pasteurs s'organisent entre eux avec leur réseau pastoral pour trouver une place dans une paroisse. Les marchands utilisent également leur propre réseau de leur côté. Donc il n'y a pas de système organisé et d'octroi systématique des droits. En revanche, à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, on voit apparaître des législations globales qui s'adressent à des groupes entiers, que ce soit dans les Provinces-Unies, en Angleterre, dans le Saint-Empire. Des monarques ou des princes offrent des édits, certains sans discrimination, aux groupes de réfugiés fuyant pour des causes religieuses. Alors, par exemple, le roi Charles II d'Angleterre offre, par l'édit de Hampton Court, donc de 1681, aux réformés français, la naturalisation, des privilèges pour l'exercice de leur métier et commerce, et l'exemption de droits d'entrée dans le pays, ainsi que des passeports gratuits. De même, en Hesse ou dans le Brandebourg-Prusse, l'accueil des guenauds se fait également sous la forme de ces édits, donc c'est-à-dire sous la forme d'exceptions juridiques. Ce sont des textes qui placent le groupe sous une exception juridique. On est hors du jus commune. Alors, l'électeur de Brandebourg, qui est sans doute un des plus célèbres pour sa politique d'accueil, offre aux Français réformés l'édit de Potsdam fin octobre 1685. Il est suivi par le landgrave de Hesse, qui octroie des avantages intéressants, comme la liberté de culte, l'aide à l'entretien d'une personne, des terres pour bâtir des maisons, des écoles, des églises, et le statut, ça le plus important, le statut de sujet du prince, contre la prestation d'un serment. Donc, ces statuts qui sont offerts dans ces édits sont des statuts exceptionnels, exclusifs, qui les différencient, qui différencient ces nouveaux arrivants du reste des sujets. Et cette différenciation juridique, elle se lie aussi dans l'espace, puisque les colonies, les quartiers qui sont offerts aux exilés sont séparés du reste de la population. On a ainsi 25 colonies en Brandebourg-Prusse qui sont délimitables dans l'espace. Et jusqu'en 1709, le nombre de réfugiés augmente. On a des Wallons, des Orangeois qui arrivent, et on arrive à 42 colonies au début du XVIIIe siècle. Alors, ces privilèges accordés ont été beaucoup analysés, et bien analysés par les historiens, qui soulignent en général l'intérêt du prince, le caractère un peu fonctionnaliste de ces édits, qui sont là pour simplement capter des ressources économiques, une force de travail, une démographie qui était alors en berne dans ces territoires. Alors, certes, toutes ces raisons sont justes. Elles sont d'ailleurs énumérées dans les édits qui ne cachent pas un argumentaire économique. Néanmoins, plusieurs de ces édits ouvrent leur texte avec un préambule qui avance d'autres arguments. Et ces arguments mettent en évidence les sentiments de compassion. C'est le cas de l'édit de Potsdam. Alors, je cite, comme les persécutions et les rigoureuses procédures qu'on exerce depuis quelque temps en France contre ceux de la religion réformée ont obligé plusieurs familles de sortir de ce royaume et de chercher à s'établir dans les pays étrangers, nous avons bien voulu, touchés par la juste compassion que nous devons avoir pour ceux qui souffrent, malheureusement, pour l'Évangile et pour la pureté de la foi que nous confessons avec eux, parce qu'il lui aussi est un réformé, un territoire luthérien, par le présent édit, signé de notre main, offrir aux dits François, une retraite sûre et libre dans toutes les terres et provinces de notre domination, leur déclarer en même temps de quels droits, franchises et avantages nous prétendons de les y faire jouir pour les soulager et pour subvenir en quelque manière aux calamités avec lesquelles la providence divine a trouvé bon de frapper une partie si considérable de son Église. Alors, ce vocabulaire de la compassion, de la charité est très intéressant. Il a été peu relevé, il a été même un peu balayé d'un revers de main. Alors, il est d'abord issu des négociations
qui ont eu lieu en amont de ces textes. Le préambule est en quelque sorte une réponse au travail de représentation, de publication, en quelque sorte, des représentants des exilés. Alors, effectivement, ce qui est tout à fait frappant pour l'époque moderne, et surtout pour le XVIIe siècle, et surtout pour les réformés français, c'est que les exilés pratiquent activement l'art de la supplique. Ils écrivent, ils envoient donc des lettres, des doléances. Dans ces textes, qu'ils soient individuels ou collectifs, les plaideurs se présentent comme les dépositaires, d'abord d'une histoire singulière, unique, et demandent toujours réparation d'une injustice qui leur est faite. Alors, tous emploient des arguments récurrents pour prouver leur bonne foi et susciter la compassion. Ils insistent sur leur dénuement, sur leur vulnérabilité sociale, économique. Et ce faisant, ils font émerger une figure de l'exilé en faisant appel au lieu commun issu de la littérature pastorale. La constance, l'exil vécu comme pérégrination, errance, qui est celle de l'homme sur terre, le Christ, premier des exilés, et son royaume étant le dernier et le véritable refuge. Autant de figures, d'exemples qui puisent dans les sermons rédigés au même moment par les pasteurs en exil et qui sont non seulement prononcés chaque dimanche, mais qui sont aussi imprimés et diffusés. Donc il y a une circulation d'un langage de l'exil dans les lieux d'accueil. Dans ces textes, ils rappellent par ailleurs la perte de leurs biens, de leur profession, de leur patrie. Alors bien sûr, il s'agit d'éveiller la compassion, qui est un ressort essentiel des suppliques, mais c'est aussi un moyen de se distinguer du reste des pauvres en quête d'un geste, ce que Giacomo Todeschini appelle les sans-noms, les sans-aveux, qui eux sont aussi l'objet d'une législation particulièrement rigoureuse depuis le XVe siècle, et qui sont victimes de politiques d'exclusion hors des villes. Alors, la demande principale de ces textes, de ces doléances, c'est la protection, d'abord. Une protection qu'ils réclament et qui fait partie de l'organisation même des rapports sociaux à l'époque moderne, dans lesquels les puissants sont appelés à étendre leur protection sur ce qu'ils appellent les misérables. Alors, misérables au sens propre du terme, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans les suppliques, nous pauvres exilés, misérables exilés. Donc, en allemand, on trouve beaucoup le mot Elend. Enfin, donc, les exilés sont des misérables au sens premier du terme, c'est-à-dire misérabilis, dignes de pitié. Or, si les exilés se considèrent et sont considérés comme des pauvres exilés, des misérables exilés, ce n'est pas parce qu'ils sont matériellement démunis, d'abord tous ne le sont pas, mais c'est aussi parce qu'ils se placent dans un statut juridiquement défini qui est celui du pauvre. Alors, le pauvre, à l'époque moderne, si on veut bien comprendre ce vocabulaire de la misère, les pauvres ne sont pas simplement des nécessiteux, bien sûr c'est le cas, qui n'ont que leur salaire pour subsister, ou qui ne peuvent plus travailler en raison d'une maladie, de la vieillesse ou du chômage. Les paupéres, les pauvres, sont aussi une catégorie civique depuis le Moyen-Âge, qui rassemble tous celles et ceux qui ont perdu le statut de citoyen et avec lui le droit de participer sous une forme ou sous une autre à la vie de la cité. Donc ce sont ceux qui n'ont bien sûr ni droit de bourgeoisie, ni droit d'habitation, ni privilège. Ce sont donc ceux qui ont une citoyenneté incomplète, pour reprendre les mots de Simona Ceruti. Cette misère qui est donc évoquée est moins une pauvreté économique qu'une difficulté, à s'inscrire de façon stable dans un milieu familial ou social. Et c'est ce que explique bien Richard Trexler pour la Florence de la Renaissance. La catégorie juridique des misérables renvoie à ceux, écrit-il, qui sont incapables de se défendre ou de prendre soin d'eux-mêmes,
ou précisément, selon la formule des textes de Florence, les personnes dépourvues de liens et de protection. Miserabilisque personas, concilio et auxilio destitutas. Donc vraiment, sans conseil et sans aide, protection. Alors, cette faiblesse civique se caractérise notamment par une impossibilité à disposer d'un patrimoine à transmettre et surtout par la nécessité de faire appel à une figure tutélaire pour parler en leur nom. Ce sont ceux donc, qui ont des droits, qui parlent au nom des non-droits, des sans-droits, hein, ou des faibles en droit. Cette catégorisation des misérables pour le droit et des misérables en droit est très souvent reprise dans les traités juridiques de plusieurs pays d'Europe du XVIe siècle. Les misérables sont ceux qui sont certes privés de travail, d'argent, mais ce sont surtout ceux qui ont perdu des privilèges, qui ont subi une chute sociale. Et donc, si les pauvres font l'objet d'une législation renouvelée depuis le XVe siècle, hein, qui tend à les distinguer entre eux, à écarter ceux les vagabonds et les sans-aveu, à l'inverse, les exilés constituent un groupe à part, en tout cas travaillent à se constituer comme un groupe à part, qui, de fait, ne relèvent pas des mêmes processus d'assistance. Parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils relèvent d'une catégorie nouvelle de population paupérisée, affaiblie pour des causes religieuses et politiques. Ils sont dépossédés, ils ont été dépossédés brutalement de leur titre, de leur statut social, de leur lien d'affiliation, et ils sont ainsi devenus incapables de défendre leurs propres droits en perdant leur citoyenneté pleine. Alors, cependant, et contrairement aux catégories bien connues de la pauvreté, qui étaient donc inscrites hein, dans la législation des villes européennes, la dépossession qui est décrite et mise en évidence par les exilés n'est pas due à des aléas militaires, familiaux. Elle est pensée en termes de sacrifice. Le réfugié a renoncé à ses biens, à sa vie sociale, par fidélité à sa foi. Et c'est ça l'argument majeur qui est mis en évidence. Autrement dit, la description des exilés par eux-mêmes, cette nouvelle forme de subjectivation qu'ils mettent en œuvre, comme misérables au nom de la foi, les désigne aussi comme un groupe corporé, qui fait corps, et sur lequel doit s'exercer une juridiction. Ils ont des droits, peuvent en revendiquer en tant que public visé, un public spécifique visé par une autorité. Alors, en ce sens, le statut d'exilé, fortement revendiqué par les rédacteurs de suppliques et de doléances, vise à leur accorder une double crédibilité, une crédibilité sociale et civique qui s'adosse à une crédibilité confessionnelle. C'est cette crédibilité confessionnelle qui leur est indissociable. La confession apparaît effectivement comme un argument qui donnerait accès à la citoyenneté. Et effectivement, ils sont à mi-chemin entre le dehors et le dedans, parce que certes, ils sont étrangers à la communauté urbaine ou à la communauté territoriale, mais ils en font partie, ils sont dedans, puisqu'ils font partie de la même congrégation des fidèles, de la même foi, et même ils sont des champions de cette foi, du fait de leur sacrifice. Alors, le terme d'exilé permet d'offrir un statut et une place socialement acceptable pour ces personnes qui cherchent donc à échapper à la masse des sans-noms pour embrasser un statut inédit qui est celui de réfugié pour les Français exilés, plutôt dans les autres territoires. Donc, être reconnu comme réfugié ou comme exilé suppose donc une conformité au modèle biblique du pauvre méritant d'être secouru car endurant l'errance pour sa foi et pour la gloire de Dieu. Alors, ce travail d'accès à des droits, d'invitation, de travail, est très frappant dans le cas des Huguenots. Parce que pour les Huguenots, c'est un travail collectif qui est mis en œuvre. Les exilés huguenots s'organisent en groupes, en délégations, ils rédigent des doléances communes et tout à fait précises. Et notamment, cette délégation aboutit à la création d'un comité français autour des années 1787-88 à Lausanne. Ce comité français
qui décide d'envoyer des délégués dans divers pays d'Europe pour représenter les demandes, les doléances, les intérêts auprès des princes étrangers. Alors, ce comité suscite la mobilisation d'arguments qui sont consignés dans des projets de députation, qu'on envoie à diverses autorités. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce comité organise et lance une véritable réflexion sur le langage de la pitié, sur les effets produits par ce langage, enfin sur les effets politiques produits par ce langage. Comment, par la compassion, on peut susciter une action politique à l'égard des réfugiés. Alors, la lettre de Jean Saurin, un avocat huguenot qui fait partie de ce cercle, dit bien qu'il faut donc une députation afin, je cite, d'employer de puissantes intercessions, non seulement auprès des princes d'Allemagne qui n'ont point reçu de Français dans leurs États, mais encore auprès des rois de Suède et de Danemark, pour les toucher de compassion envers nos frères et obliger tous ces souverains à leur donner des retraites dans les terres de leur obéissance ou à contribuer d'une autre sorte au soulagement de leur misère. Alors, ce travail patient de suppliques, de pétitions, les problèmes concrets qui sont posés lors de la réception, n'ont pas que des effets sur les principautés d'accueil, sur les souverains qui les écoutent ou pas, mais elle a aussi des effets sur les juristes eux-mêmes qui assistent à l'arrivée de nombreux réfugiés confessionnels dans leur pays. Alors, ce qui est très frappant, effectivement, c'est de voir que ce travail d'écriture, d'adresse, de représentation des souffrances auprès des principautés traverse les universités. D'abord parce que certaines universités accueillent elles-mêmes des réfugiés hongrois, tchèques, etc. Et ces universités, en Allemagne, ont largement déployé une réflexion autour du droit des gens, du droit international. Et contrairement à d'autres pays, c'est dans ces territoires protestants qu'apparaît progressivement une réflexion sur un droit spécifique pour les exilés. Alors, le premier à commencer à réfléchir, mais de manière très 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 brève, à un droit pour les personnes mobiles ou en fuite, c'est Grotius. Alors, Grotius, c'est un petit peu avant, avant bien sûr l'exil des Huguenots en 1680. Grotius est né en 1583 et c'est lui-même un juriste frappé qui est obligé de s'exiler à Paris. Donc, en 1621, il s'enfuit et sa carrière politique s'arrête. Et pendant son exil parisien, il rédige son ouvrage phare, du droit de la guerre et de la paix, dans lequel il traite de très nombreux sujets, mais dans lequel il accorde juste quelques lignes, à la question de l'accueil des étrangers. C'est dans son chapitre 2 du livre 2 sur le droit de propriété comme cause légitime de la guerre. Et donc, il souligne, on ne doit pas refuser une demeure fixe pour les étrangers qui, chassés de leur patrie, cherchent une retraite pourvu qu'ils se soumettent au gouvernement établi et qu'ils observent toutes les prescriptions nécessaires pour prévenir les séditions. Alors, cette réflexion est une avancée importante, même si elle est brève, parce qu'elle réside dans le fait que les étrangers, comme les exilés, sont traités de manière complètement séparée des criminels en fuite qui sont, eux, abordés dans un autre chapitre. Et un peu plus loin, dans le livre 3, Grotius ajoute « Recueillir les exilés, c'est le droit commun des hommes ». Alors, avec ces courtes annotations, Grotius ouvre une riche réflexion sur le droit des gens, le jus gentium, dans l'Empire et dans toute l'Europe. Alors, progressivement, plusieurs juristes réfléchissent aux moyens de réserver l'asile, même s'ils ne le nomment pas ainsi, à une autre catégorie de personnes qui seraient louables moralement, les réfugiés religieux puis politiques. 50 ans après Grotius, Pufendorf est lui aussi
d'ailleurs issu d'une histoire un peu chaotique du Saint-Empire, marqué par la pluralité des confessions. Il est le fils d'un pasteur luthérien et il étudie d'abord à Leipzig, puis à Jena, et il va à Leiden, où il fait la connaissance d'Hugo Grotius. Donc Leiden, autre grand pôle de refuge des réfugiés. Et par la suite, il est employé par l'électeur palatin Karl Ludwig, ce qui n'est pas un hasard, puisque c'est un État pluriconfessionnel, grand lieu du refuge de protestants, de juifs. Et Karl Ludwig avait été envoyé en exil, et il lui offre le premier poste de professeur de droit des gens à l'université de Heidelberg en 1661. Alors, en 1672, dans son traité du droit de la nature et des gens, Pufendorf aborde très rapidement, dans les devoirs communs de l'humanité, la question de l'accueil de personnes persécutées, exilées. Alors, pour Pufendorf, ce qui est assez original, c'est qu'il en fait une prérogative de l'État, qui est plutôt une idée rare, puisque à son époque, il n'y a pas vraiment de droit uniformisé. Et il justifie cet accueil, ce devoir d'accueil par l'État, par une conception morale de l'humanité. Il faut accueillir les exilés parce que les hommes, dit-il, sont d'une nature faible, ils ont besoin du secours des uns et des autres pour vivre ou survivre. Et autrement dit, leur faiblesse développe chez eux une nature sociale ou sociable qui suppose une réciprocité des échanges et des soutiens, réciprocité aussi des devoirs communs à toute l'humanité. Alors ça, ce sont vraiment un peu les deux pères fondateurs, par ces passages absolument cruciaux qui sont relus par la suite. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que dans le Saint-Empire romain germanique, à partir des années 1660-1670, se multiplient des dissertations, c'est-à-dire des thèses de doctorat, dans les universités qui, elles, ne s'occupent que de l'exil, qui vraiment choisissent comme thème principal le droit des exilés. Alors ces thèses, évidemment, sont faites par des juristes aujourd'hui complètement oubliés, mais qui sont assez nombreux. Alors, dans ces thèses, il réexhume un droit ancien, le ius exulum, un droit issu du droit romain, le droit des exilés. Alors, ce droit d'exil, dans le droit romain, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait pas du tout la même signification que celui que veulent lui faire porter les juristes allemands. Le droit d'exil à Rome connaît une évolution. Alors d'abord, sous la République, ce n'est pas vraiment un droit, c'est une possibilité pour un citoyen romain d'échapper à sa peine, mais ce n'est pas une peine judiciaire, c'est juste, ça lui permet d'échapper à un châtiment. Il peut volontairement quitter Rome s'il a été frappé par une peine infligée par un tribunal. Alors, parallèlement à cet exil choisi, les juges romains commencent, avant que ça devienne une pratique instituée, à véritablement condamner des citoyens à une peine qui est la relégation, un bannissement, une sorte d'exil non capital. Alors, la relégation est une mesure administrative qui vise à empêcher le retour des exilés à Rome sous peine de mort. Et cette relégation, pendant la période impériale, prend une nouvelle tournure et devient la déportation, donc véritablement un châtiment qui effectivement vise à interdire le retour des exilés à Rome. Alors, les juristes allemands reprennent ce droit d'exil, mais en le remodelant, en lui donnant une autre direction. Cette réflexion qu'ils engagent commence dans les années 1670-1680, ce qu'on appelle la décennie des persécutions, qui touche les réformés hongrois qui subissent une nouvelle vague de persécutions en Hongrie de la part des Habsbourg. Et il est tout à fait significatif que parmi les auteurs de ces dissertations sur l'exil, on retrouve un petit-fils d'exilés hongrois comme Daniel Klesz, qui a écrit une dissertation sur le droit de pérégriner
et qui traite en partie de l'exil. On trouve aussi un juriste de l'université d'Altdorf qui a aussi accueilli de nombreux exilés. Ce juriste s'appelle Paul Dreher, un jurisconsulte qui publie une dissertation très intéressante qui s'appelle « Les droits des exilés », les Jura Exulum. Alors, dans cette dissertation, Dreher se demande d'une part qu'est-ce que l'exil et de quels droits disposent les exilés. Et il procède à une double différenciation. D'une part, il explique qu'il y a un exil soit volontaire, soit nécessaire. L'exil volontaire, c'est quand un homme, comme il dit, d'une société ancienne, exerçant un acte, fait retraite dans un autre endroit, afin d'échapper à une force majeure. Il est par ailleurs nécessaire et forcé quand il est infligé par un magistrat. Et dans ce cas, quand cet exil est nécessaire, quand c'est une force majeure subie, eh bien, il peut être soit blâmable, vitupérabile, soit misérable. Et c'est là où il introduit une nouvelle notion. L'exil blâmable, c'est l'exil, c'est la peine judiciaire. Mais l'exil misérable, c'est tout autre chose. L'exil, c'est l'exil sans note d'infamie, pour parler comme Aimère de Vatel. Alors, cet exil misérable est orienté sur le droit des gens. Et là, il s'appuie sur Grotius et Pufendorf. Alors, qu'est-ce que c'est que cet exil misérable ? Eh bien, dit Dreher, il est appelé ainsi parce qu'il touche celui qui n'a pas commis de faute, d'une part, et d'autre part, celui dont la spécificité est de soulever en nous une émotion, la pitié. Il écrit « Ceux qui ainsi sont expulsés de la République, cet exil les rend dignes à juste titre de commisération. » Alors, dans le paragraphe suivant, il pose véritablement la question de ce qu'est le droit des exilés. Concrètement, de quels droits dispose-t-il, comment les accueillir, contrairement à ceux qui sont condamnés à une peine. Alors, dans la mesure où il part du principe que, par le droit naturel, les hommes peuvent se déplacer comme bon leur semble, il n'y a pas véritablement de limite à cette liberté de mouvement. Et donc, il faut, comme le disait Grotius, il faut leur offrir une habitation. Pour étayer cet argument, de dire, bon, d'une part, ils ont le droit de partir, et d'autre part, ils ont le droit d'être accueillis. Pour le justifier, il cite quelques exemples contemporains. Gustave Adolphe, dit-il, donc le roi de Suède, de glorieuse mémoire, laisse un exemple distingué de ce type de roi pour les princes de notre siècle. Le roi des Suédois a ordonné par un édit public que les nombreux réfugiés et les personnes quittant diverses régions pour cause de la religion occupent les lieux vacants de son royaume. La même chose devra être attribuée à l'électeur de Saxe Johann Georg, de très pieuse mémoire, qui donna des lieux vierges aux exilés chassés à cause de l'Évangile, parmi lesquels on retiendra la ville de Johann Georgenstadt. Donc, face à l'autorité de ces deux exemples, le fait que Gustave Adolphe et Johann Georg, pendant la guerre de 30 ans, ont donné des terres aux réfugiés luthériens, il fait basculer l'argumentation en faveur de l'accueil des exilés misérables. Alors, la légitimité de cet accueil se fonde clairement sur ce sentiment de commisération qui, pour lui, provoque aussi un sentiment de confraternité qui tient lieu, selon une formule assez frappante, de co-citoyenneté dans le Christ, un convives in Christo. Alors, partant, dit-il, le sujet qui change de domicile à cause de la religion autorisée, seulement dans l'Empire, je pourrais y revenir, peut très bien demander le domicile et la citoyenneté dans un territoire d'un autre État d'Empire qui partage la même religion que lui. Et cela, outre la raison déjà avancée, c'est la charité chrétienne qui exige que ceux qui sont de la même confession aient, pour ainsi dire, entre eux, une confraternité, ou on peut dire se tiennent pour frères, et qu'ils vivent comme concitoyens dans le Christ. Alors, c'est cette idée d'accès à la citoyenneté par l'appartenance à la même confession est reprise par de nombreux autres juristes, Daniel Clèche, Bartholdi, qui lui parle d'un droit d'accueil des exilés.
Il y a donc toute une tradition qui aujourd'hui a été complètement invisibilisée de réflexion sur le droit des exilés dans des universités qui avaient reçu des exilés eux-mêmes, avaient sans doute lu ces écrits consolatoires, ces récits de départ déchirants, et qui l'introduisaient dans le droit des gens en plein développement. Alors, ces sentiments charitables de commisération, comme argument juridique majeur, n'étaient cependant efficaces, comme on le voit dans le texte de Dreher, que parce qu'ils s'adressaient à une communauté confessionnelle, celle des requérants. Les requérants, effectivement, insistaient sur la similitude, sur la fraternité, sur l'identité au sens être identique. Une pétition anonyme de réfugiés français de juin 1688, adressée au syndic de Genève, le montre très bien. Elle s'intitule « Nous, captifs en Babylone », et elle rappelle les sacrifices consentis par les réfugiés, je cite, pour remédier au salut de leur âme, leur espoir d'être reçus à bras ouverts. Et ils ajoutent cette phrase « Faites en sorte que par la police par vous si bien réglée, chacun puisse au moins trouver à gagner sa vie à la sueur de son visage, donc un droit de travail. Mettez-vous à notre place. Si les remords de conscience venaient à tout moment vous faire voir un péché énorme commis contre Dieu, et si vous saviez où est le remède pour guérir un tel mal, etc. » Bref. Il leur demande donc de se mettre à sa place, se mettre à la place d'eux, c'est reconnaître une proximité, une capacité à voir dans les réfugiés souffrants un autre soi-même, ou du moins reconnaître en eux une ressemblance par-delà leur pauvreté, la perte de leur statut social dans un monde, donc je le dis, qui est structurellement inégalitaire. Alors, les affects de compassion ressentis sont efficaces à produire des droits dans les villes et les principautés, parce que les Huguenots, par exemple, partagent ce que la philosophe Martha Nussbaum appelle le cercle de préoccupation. La philosophe souligne que les émotions supposent des appréciations cognitives et sont des réactions, dit-elle, intelligentes à la perception de la valeur d'un événement politique, par exemple. Les émotions constituent ainsi un moteur qui permet la mise en jugement à propos de choses importantes. Jugement, je cite, où nous reconnaissons notre propre état de besoin et notre incomplétude face à des parties du monde que nous ne contrôlons pas complètement. Les émotions donc, ont un objet et impliquent une manière de voir cet objet. Alors, les réfugiés qui sont à la fois victimes et agents, qui montrent une forte agentivité, les réfugiés sont donc les objets de ces sentiments compassionnels qui font partie des catégories morales de la requête, mais leur tour de force est de faire émerger un sentiment de similitude pour pouvoir avoir accès aux droits. La commune humanité auquel les juristes faisaient appel reposait donc sur une approche sélective de celles et ceux qui entraient dans le cercle de la similitude, laquelle était, on le voit, conditionnée par l'appartenance confessionnelle. Le droit des exilés, fabriqué par les exilés eux-mêmes et par les juristes, n'était pas encore un droit humanitaire. Alors, on voit qu'un double travail s'est effectué durant ce XVIIe siècle. Le droit des exilés, qui semble à première vue une réinvention savante des juristes allemands, en partie, puise de son côté dans l'expérience des revendications des exilés eux-mêmes et dans la jurisprudence qui leur est offerte. La culture juridique de l'Ancien Régime est une culture de la juridiction. En exposant leurs cas, leurs doléances, leurs souffrances, les exilés prétendent aussi créer un précédent et transformer ainsi leurs conditions ou leurs non-conditions juridiques. Car ce qui caractérise leur statut est justement une absence de statut, une carence en droit. Les ressources juridiques dont disposent les exilés avant tout sont à la fois une économie morale et des figures bibliques puisées dans des lectures et diffusées dans les sermons. Parce que leurs revendications exprimaient un désir de justice, les exilés ont eu recours à une culture biblique qui pouvait incarner la quintessence de la justice divine, en l'occurrence, dont les princes ou les villes pouvaient devenir l'instrument.
Toutefois, il s'agissait aussi d'une culture séculière, qui, de manière pragmatique, s'emparait de différents outils qui pouvaient emprunter aussi bien à la culture savante du droit des gens qu'à l'expérience de l'exil et à sa légitimation religieuse. Alors, ce langage biblique efficace avait l'avantage d'être commun à tous, parce qu'il s'appuyait sur des sentiments de commisération, de pitié. Il était jugé apte à provoquer une action. La revendication de droits pour les exilés était aussi une demande de légitimation de ces droits auprès des pays d'accueil. Peut-être aujourd'hui, alors que le droit d'asile connaît une profonde remise en cause, faudrait-il le repenser justement comme un droit des exilés, en repartant de leur expérience commune et de leur aspiration à une vie juste. Je vous remercie de votre attention. Je peux poser des questions, il n'y a pas de plus de modération que ça. C'était Théo, c'est ça. Bien. Merci pour cette fascinante histoire juridique de est-ce que ça marche tout? Non? Si? Non, oui, maintenant ça marche, oui. Une question, est-ce qu'ils faisaient, vos auteurs, hein, ou les autres, la distinction, parce qu'il me semble que quand même il y a une grande différence entre cette situation, disons, des Huguenots, où c'est au nom de... Ou ici, les Huguenots, soit en Prusse, soit à Genève, et beaucoup de cas similaires où on recueillit les siens, peu importe quelle est la vision des siens. Et ces grandes migrations, très souvent pragmatiques, mais quand même à grandes conséquences, comme les Juifs espagnols vers Pays-Bas ou vers la Turquie. Dans le cas de la Turquie, c'était vraiment planifié exil, c'est-à-dire Bayezid a envoyé le bateau pour recueillir tout ce qu'il pouvait de meilleur. Avec les Hollandais, c'était plus... Mais est-ce que ces distinctions se faisaient ou dans l'Europe chrétienne, ça restait toujours à ce niveau d'appartenance? Oui, effectivement, on reste dans un... Alors c'est intéressant parce que c'est une période de transition, parce que d'un côté, on a véritablement des juridictions qui ne concernent que des groupes. Par exemple, les Vaudois sont accueillis aussi dans plusieurs principautés allemandes, dans les mêmes conditions que les Huguenots, mais on leur donne un texte spécifique pour les recevoir. Donc à chaque confession, il y a un texte qui leur est accordé avec des droits. Néanmoins, on voit apparaître progressivement des formes de diffusion de communes humanité. Et je pense par exemple, c'est un tout petit peu plus tardif, mais c'est au tout début du XVIIIe siècle, en Angleterre, il y a toute une campagne qui est menée en faveur des galériens, donc des galériens qui sont retenus par Louis XIV, et donc des protestants en l'occurrence galériens. Et la cause qui est montée par des protestants eux-mêmes est présentée non pas comme une cause confessionnelle, mais comme une cause qui touche l'humanité. C'est leur argument. Donc ils s'appuient tout à fait clairement sur le droit des gens pour en faire une cause humanitaire, en quelque sorte. Donc là, il y a un glissement qui s'opère et qu'on peut voir aussi dans le fait que dans les nombreuses collectes qui sont lancées en la faveur des protestants français, à Amsterdam, justement, les Juifs d'Amsterdam participent aux collectes. Donc, on commence à avoir des convergences comme ça dans l'expérience de l'exil, mais il est vrai qu'à l'époque moderne, on reste... ce sont des systèmes juridiques qui restent toujours corporés, c'est toujours à des corps, que ce soit confessionnels ou politiques, que s'adressent les textes. On n'est jamais dans des juridictions unifiées de manière générale. On est toujours dans l'accumulation, la stratification des juridictions plutôt que dans l'unification. Mais on trouve quand même déjà des formes de réflexion
sur le partage d'une expérience commune, hein, de cette commune humanité qui est censée, qui s'impose plutôt au XVIIIe siècle comme un argument majeur. Bonsoir et merci beaucoup pour votre présentation. Ça fait pas mal écho au parcours des migrants actuellement aussi, effectivement, à cette, tout ce que vous nous avez exposé sur la construction de ce droit. Et je pense que ça continue évidemment via les expériences des uns et des autres. Je me demandais si le terme d'hospitalité, vous le voyez passer aussi à cette époque. Enfin, et comment est-ce qu'il vient de ce même, est-ce qu'il est puisé dans ces mêmes référents bibliques, j'imagine, mais bon, voilà. Non, curieusement, pas beaucoup dans ce débat juridique-là. L'hospitalité, dans la tradition médiévale, elle est accordée, par exemple, c'est l'hospitalité d'un seigneur à un autre seigneur. Donc on est plutôt dans des situations de relations sociales symétriques. Donc dans le cas des réfugiés, je crois que je l'ai vu apparaître qu'une seule fois, on parle plutôt d'accueil, de réception. Alors l'asile apparaît plutôt dans les sermons des pasteurs, mais hospitalité, non, n'est pas du tout très très peu mentionné. C'est vraiment le droit d'accueil qui est plutôt privilégié. Questions ou remarques? Oui, alors moi, je veux bien rebondir là-dessus. Comme vous êtes aussi spécialiste des images, est-ce que vous auriez quelque chose à raconter sur ces techniques de diffusion et effectivement de transsubjectivation, appelons ça comme on veut, mais si l'usage de l'image est stratégiquement employé à cette époque par les Huguenots ou par d'autres? Oui, alors on a à partir, c'est surtout les réfugiés luthériens de Salzbourg. Donc Salzbourg, c'est vraiment la dernière vague d'expulsion en 1732. Donc c'est vraiment tard par rapport à la périodisation. Et c'est donc l'archevêque de Salzbourg qui décide de se débarrasser des luthériens qui étaient tolérés depuis le XVIe siècle. Et cette expulsion fait scandale, en fait, en Europe. Et suscite des flots de publications, de textes et beaucoup d'images aussi. On représente ces exilés qui partent sur les routes avec leurs baluchons. On produit de nombreuses chansons sur ces exilés. Enfin, il y a vraiment une production très importante. Il y a moins d'images sur les exilés protestants. Il y en a peut-être 3 qui sont vraiment connus. En revanche, les Huguenots, oui, ont largement publié des très nombreux textes, des opuscules, des textes beaucoup plus longs sur leurs propres expériences, sur leur récit de traversée de frontières aussi, sur leur emprisonnement. Enfin, il y a vraiment une multiplication d'une littérature de l'exil qui n'est pas du seul fait des pasteurs, hein, qui est aussi le fait d'exiler hommes et femmes d'ailleurs, qui sont hors de la sphère pastorale. Donc il y a effectivement un travail de médiation considérable qui fait, et de représentation des souffrances, c'est-à-dire, je ne parlerai pas de politique de la pitié pour reprendre l'expression du Boltanski, mais on se rapproche quand même de ce travail de médiatisation des souffrances et de la représenter à distance. Parce que c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas simplement représenter localement, c'est véritablement au niveau européen, représenter à distance et susciter la pitié à distance, pour reprendre le titre de son ouvrage. Donc ce travail de médiatisation qui passe aussi par des traductions et surtout un travail scriptural. Enfin, ça passe plutôt par l'imprimé plutôt que par les images. Merci beaucoup pour votre exposé. Et, je voudrais retourner sur les conclusions. Vous avez mis l'accent sur les principes des similitudes, la recherche de
du semblable pour avoir droit à l'asile. Je ne sais pas comment poser mieux la question, mais il me semble qu'il y a là quelque chose qui aujourd'hui fait clivage entre les droits modernes qui ne peuvent pas demander l'identification totale à la société d'accueil et les désirs de la soi-disant société civile, mais aussi la politique qui cherche de gouverner ça et qui monte aussi un discours autour du semblable, donc qui accepte les réfugiés qui excusez-moi, hein, je ne sais pas comment le dire en français, mais qui nous ressemblent et qui rejettent, comme le disait bien Jean-François Bayard dans l'introduction, l'autre véritablement étranger. Sur la question de la foi, aujourd'hui, il me semble qu'il y a un clivage total autour de cette question. Donc, je ne sais pas quelle question vous posez, mais il me semble que les principes de semblable et d'identification est quelque chose qu'il faudra développer ensemble dans ces 3 jours. Merci. Oui, merci beaucoup. Oui, je pense que je suis pas. Vous êtes tous toutes beaucoup plus spécialistes que moi sur les migrations contemporaines, mais donc même si je m'efforce de lire beaucoup de travaux sur l'anthropologie, la sociologie des migrations, géographie des migrations actuelles, mais effectivement, ce qui me frappe aussi peut-être en tant que citoyenne, c'est la contradiction entre des principes universels qui sont sans cesse brandis et qui ont été l'objet d'une longue élaboration législative au niveau du droit international. Bon, j'ai cité les textes principaux, mais bien sûr une stratification, une accumulation de conventions sur le statut des réfugiés depuis le milieu du XXe siècle, et qui donc se fonde, si je ne me trompe pas, sur la question, sur la notion d'égalité et sur les droits humains, mais qui effectivement sont complètement battus en brèche par, au contraire, cette demande de similitude de ceux qu'on accueille. Et le fait qu'à l'époque moderne, cette exigence de similitude se comprend dans un système extrêmement confessionnalisé. On est dans une Europe très confessionnalisée, c'est-à-dire une Europe qui a construit des territoires tous uniformes confessionnellement, c'est-à-dire où la pluralité religieuse est très 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 mal supportée. Elle est considérée comme dangereuse pour le salut commun. Voilà, il y a des enjeux soteriologiques importants concernant la présence d'hérétiques, même si on a une tendance à la disparition au fur et à mesure au XVIIIe siècle, mais quand même, il y a ce paradoxe qu'on peut comprendre cette exigence, je ne vais pas dire qu'on la justifie, de similitude dans le contexte de l'époque moderne, et c'est vrai qu'elle vient faire écho douloureusement aujourd'hui, dans un autre contexte et dans une autre perspective. Donc je suis désolée, je n'ai pas du tout de réponse sur l'époque actuelle, parce que je pense que ça serait... je ne suis pas tout à fait bien placée, je n'ai pas toutes les données pour le développer, mais c'est vrai que c'est un trait qui me frappe beaucoup aujourd'hui. Bonjour Naïma, merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais poser une question, enfin, ça m'étonnerait qu'il n'y a pas lieu d'en parler, même pour votre période. Vous savez, il y a un temps qui est global, parler de l'exil un peu de façon, je dirais, oui, qui attire la pitié ou parle de la douleur, etc. Bon, une fois que ça se met en place, il y a un autre temps, un peu plus bas, qui est articulé à celui-ci, qui donne droit, enfin, qui donne la possibilité à d'autres de jouer le même jeu sans être dans la même situation. Nous avons aujourd'hui, pour avoir fait beaucoup de lettres, justement, expliquant la situation douloureuse dans laquelle l'immigré est parti en Occident et qu'il doit maintenant demander l'asile, et que ce sont ces mêmes lettres qui ont servi à des institutions pour leur donner le statut d'exilé, si vous voulez. Donc des lettres qu'on a inventées de toutes pièces. On a écouté
les douleurs des uns des autres pour faire des lettres qui serviraient aux institutions occidentales à accorder le statut. Et de même, vous savez, c'est quand on a imposé, par exemple, l'impôt, les sunnites étaient obligés de payer des impôts au Pakistan, ils se sont convertis au chiisme pour ne pas payer. Je veux dire que tout en restant très religieux, les gens peuvent aussi inventer des critères ou des raisons pour... Bon, est-ce qu'on peut faire la part des choses dans cette période dans laquelle vous êtes, entre les choses qui sont effectivement très sérieuses, donc sur lesquelles disons, il n'y a pas à rire dessous, c'est grave. Et ces courants très importants, si vous voulez, de conversion qui pourraient cacher aussi cette volonté de vouloir partir, enfin quelque chose comme ça. Cette envie de partir ou nécessité de partir qui n'est pas couvert par cet argument religieux, etc. Je ne sais pas si j'étais claire. Alors en fait, il y a deux choses. C'est vrai que j'ai beaucoup insisté parce que c'est leur argumentation et que je l'ai prise au sérieux, mais c'est vrai que les historiens des migrations à l'époque moderne montrent qu'il y a souvent plusieurs raisons de partir. Il y a des raisons bien sûr religieuses, mais il peut y avoir aussi des raisons économiques. Tout ça peut être parfaitement imbriqué. Il y a même des stratégies de familles qui restent sur place, se convertissent, abjurent pour garder le patrimoine. Et l'autre partie de la famille s'en va. Enfin, voilà, il y a des accommodations comme ça intrafamiliales qui se mettent en place et qui n'empêchent pas parfois le départ aussi plus tardif. Donc il y a un certain nombre de stratégies qui sont déployées. Après, est-ce que vous vouliez parler des personnes qui partiraient sans avoir été forcément forcées à la conversion et qui utiliseraient... Par exemple, on parle de la cause de protestantisme. Ouais. Donc le départ pour la cause religieuse, c'est justifié, c'est légal, c'est légitime. Donc à côté de ça, est-ce qu'il peut subsumer d'autres formes de départ qui n'est pas à cause du protestantisme? Mais pourquoi pas? Finalement, on peut le devenir. Mais je vais vous donner juste un cas concernant la société afghane, puisque c'est une réunion autour de cette, aussi en partie, de cette communauté. Et vous savez, ils ne sont pas plus religieux que les Iraniens. Mais en fait, c'était la seule façon pour pouvoir venir en Iran. C'était rentrer dans les écoles religieuses. C'était la seule façon pour pouvoir légitimer, justifier leur départ de l'Afghanistan. Donc, ils sont devenus tous des étudiants en religion, ce qui ne leur a absolument pas empêché, quelques années plus tard, de se convertir en politique, en économiste, en sociologue, en ceci et cela. Une fois avoir entamé des études, vous pouvez, par système d'équivalence des diplômes, rentrer à l'université, etc. Donc, c'est quand même inimaginable le nombre des Afghans désireux de faire des études religieuses. Vous savez, c'est important. Bon, c'était juste... de faire le parallèle par rapport à votre situation, de dire, bon, il y a une situation dramatique, là, vraiment personne ne pourrait mettre en doute, mais derrière ça, il n'y a pas autre chose, ça veut dire cette volonté, qu'on a envie juste de ne pas rester chez soi, parce que ceci peut donner lieu à des, je sais pas, c'est des stratifications, c'est rentrer dans l'âge adulte, c'est souvent... Alessandro Mansouti qui parlait que l'immigration pour la population afghane, c'est aussi rentrer en l'âge adulte. Donc, vous voulez partir, vous voulez accéder à ce statut, vous voulez vous marier, il faut d'abord partir avant de pouvoir se faire accepter. Donc, il y a plein de raisons. Enfin, je rentre dans cette raison puisque c'est vraiment l'argument de notre... Enfin, c'est le sujet de demain. Mais il peut y avoir d'autres raisons. Donc, surtout pour votre période que je connais absolument, sur laquelle je ne connais rien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui poussent les gens dans ce courant de protestantisme qui soudain prend cette ampleur? Parce qu'en même temps, on a envie de partir. Les Syriens ont parti en nombre très très important avant même que la situation devienne grave. Ils avaient envie de partir. Donc la guerre était une très bonne raison pour ensuite se lancer dans... Je ne dis pas qu'il n'y avait que ça, mais je veux juste mettre en avant qu'il y a une situation qui est légalement définie, enfin, qu'on peut
contourner, enfin délimiter. Mais il y a d'autres qui sont... C'est juste ça, vraiment, c'est pas du tout enlevé. Ça, c'est vrai qu'on peut le trouver dans d'autres cas qui ne sont pas forcément le cas des exilés protestants, mais oui, il peut y avoir aussi la recherche. Enfin, je pensais il y a aussi la possibilité d'avoir accès à d'autres types de carrières. On retrouve aussi ça, mais c'est vrai que comme on est dans un monde très confessionnalisé et votre confession quand même détermine beaucoup de choses quant à la place que vous pouvez occuper dans le monde social. Voilà, ça reste un facteur assez déterminant pour ces exilés eux-mêmes. Après, quand on travaille sur les migrations en général, oui, là, on a une multitude de facteurs, mais ça, c'est encore un autre domaine qui recouvrirait une autre conférence, mais... Petite question. Ça concernait les techniques d'identification, parce que donc avec l'émergence de l'État-nation moderne, il y a vraiment cette capacité de l'État à lire sa population en lui conférant des titres de transport, en donnant des techniques qui permettent de lire la mobilité des populations sur l'espace souverain. Ma question, c'était dans une Europe confessionnelle, quelles techniques étaient utilisées de corps, d'espace, pour marquer en fait cette population-là, peut-être en parallèle à ce développement de ce droit de l'exil. Oui, effectivement, depuis le XVIe siècle, les papiers d'identification se multiplient. Alors, ils ne sont pas uniformisés, ça peut être des laissez-passer, des lettres de l'évêque, si vous êtes par exemple en pèlerinage. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes en situation de mobilité, vous devez avoir quelque chose qui identifie votre déplacement et qui vous identifie vous-même. Alors, la difficulté, quand on décide de partir clandestinement, c'est qu'il est évidemment impossible d'avoir un passeport, par exemple. Donc, la plupart d'entre eux, soit font des faux papiers, soit partent sans rien du tout, et donc ils traversent de manière clandestine la frontière, avec tout ce risque d'être reconnu, parce que l'identification à l'époque moderne, elle est liée d'abord au système d'interconnaissance. Vous êtes reconnu par vos voisins, vos proches. Vous pouvez être aussi identifié par vos gestes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'incorporation aussi de l'identité, notamment confessionnelle. J'ai le récit d'un jeune huguenot qui s'enfuit avec une jeune fille. Et dans une auberge, il est repéré parce que la jeune fille ne se signe pas avant de manger. Donc tout de suite, on voit. Donc c'est vraiment des... Donc les pratiques de reconnaissance et d'identification sont vraiment, justement, se reposent sur des connaissances mutuelles, et c'est là où le danger est le plus grand. D'où des stratégies de dissimulation, de déguisement, de travestissement qui sont déployées par les protestants qui partent en exil. Et évidemment, l'autre système d'identification et de contrôle, ce sont les patrouilles. En fait, les frontières sont gardées. Et le problème, c'est que les frontières ne sont pas gardées simplement à la frontière du royaume, c'est que les frontières sont déjà dans le royaume, dans le sens où chaque ville est gardée, il y a une porte d'entrée, plusieurs portes d'entrée dans les villes, et chaque porte est gardée. Et pour rentrer dans une ville, il faut avoir un laissez-passer dans la ville. Et si vous allez dans une auberge, vous êtes inscrit sur un registre d'un aubergiste qui signale ensuite qui est arrivé. Donc il y a tout un système d'identification assez complexe qui transforme en fait la clandestinité en un jeu assez compliqué de fuite, de cache, etc. Donc la frontière, elle est multisituée, elle est dans l'Empire ou dans le Royaume de France. Elle n'est pas simplement une ligne qui est dessinée, et les patrouilles aussi de soldats sont aux frontières et arrêtent régulièrement les personnes avec tout un système. En même temps, c'est un système qui ne marche pas très bien parce qu'au bout d'un moment, les prisons sont pleines, donc en fait, ils les relâchent et puis ils les re-remplissent, et puis au bout d'un moment, voilà, c'est un système de rétention, de détention, et puis finalement, la plupart de ceux qui... Il y a quand même beaucoup de monde qui part et qui arrive à franchir la frontière. Donc, c'est pas un système très efficace. Merci beaucoup.
Alors moi, ma question, elle est un peu naïve. C'est surtout un commentaire, une réaction. Ce qu'on a remarqué aussi de par votre exposé, c'est que d'une certaine manière, la lingua franca, la langue commune, par laquelle les gens se faisaient entendre, c'était la supplique, l'expression de la souffrance et la circulation des affects. On est dans une configuration maintenant où la supplique et l'exposition de tous ces affects et de cette souffrance est encore plus amplifiée. Mais pour autant, est-ce qu'on arrive à faire langue commune? Est-ce qu'on arrive justement à ce qui est... Enfin, vous avez mentionné justement à juste titre Boltanski. Et du coup, moi, c'est vraiment cette question-là qui m'intéresse, cette question du commun, de la mise en commun et de comment... et quel est le regard qu'une historienne peut avoir justement sur cette mise en lien et mise en langue? Pour des juristes, ça pourrait être justement, comme Tendaya Choumé, la refonte du droit international sur d'autres bases, mais je suis vraiment intéressé par le regard d'une historienne par rapport à ce programme de combat. Voilà. C'est une question très difficile, mais très, très intéressante, mais très difficile. Sur le langage commun. Non, effectivement, l'atout de ces exilés, c'est donc, et c'est ce qu'ils mettent en avant, c'est d'avoir la même confession, donc de lire les mêmes textes, d'avoir les mêmes références, si bien que il y a une forme aussi répétitive, hein, d'ailleurs, dans les arguments, quand on en lit plusieurs. On est aussi dans un autre système de conception du devoir, du bon gouvernement, de qu'est-ce que c'est que le bon gouvernement. Et justement, un des objectifs du bon gouvernement, c'est le bien commun. Hein. C'est vraiment, normalement, le bon prince, c'est celui qui œuvre au bien commun, ou les bons magistrats sont eux qui œuvrent au bien commun. Et comme il y a une articulation entre le bien commun et le salut commun, en quelque sorte, il y a là une sorte de résonance, c'est-à-dire que les discours des exilés, quelque part, créent une obligation, en tout cas, essayent de provoquer une obligation par rapport au prince, c'est-à-dire en le rappelant à ses devoirs de bon prince, qui est celui de protection, de défense de la veuve et de l'orphelin, défense de la foi aussi. Il le ramène à ses devoirs politiques qu'il est censé remplir. Et comme aussi on se situe sur une scène internationale où finalement chaque action des princes est relatée, parce qu'on est au début de la presse, en fait, la presse internationale, des gazettes qu'on lit dans toutes les cours d'Europe, on sait qui agit, qui fait quoi. Et donc l'action politique d'un prince a aussi une résonance sur le plan international. Et bon, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le prince électeur de Brandebourg-Prusse, au moment où il accueille les Français, de toute façon rompu avec Louis XIV, donc il a changé de bord et s'est allié aux princes-unis. Enfin, bref, mais il y a aussi une manière de se positionner comme étant le parangon d'un certain nombre de vertus politiques à défendre sur la scène internationale. Il y a aussi cette compétition sur la scène internationale au niveau politique entre les princes eux-mêmes et entre les villes elles-mêmes. Donc il y a quand même un système, comment pourrait-on dire, on est quand même dans une économie morale qui joue quand même un rôle fondamental dans l'appréciation politique, et notamment, je ne pense pas que ce soit un vain mot, mais ce sont quand même des monarques qui sont extrêmement soucieux de la mémoire historique, c'est-à-dire de la place qu'ils vont avoir, qu'ils vont occuper, et des actions, et de faire partie des hommes illustres de leur époque. Et donc, ajouter ce type d'action dans
dans le catalogue des vertus qu'ils laisseront à l'histoire est aussi assez important, parce que ces gestes politiques sont relayés, sont l'objet de louanges, sont l'objet d'histoire. Donc voilà, le fait de rentrer aussi dans l'histoire par ces gestes compte aussi. Alors je ne sais pas si c'est une réponse tout à fait suffisante, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait creuser encore davantage. Je ne sens que des pistes de réponse. Je suis navré, j'ai le sale travail, celui de signaler que nous avons déjà dépassé la contrainte horaire. Merci mille fois. Je vais juste vous poser une dernière question, mais vous y répondez par oui ou par non. À juste titre, vous avez limité votre sujet, vous avez beaucoup travaillé sur les réfugiés ou les exilés protestants et la manière dont ils ont été accueillis dans un certain nombre de principautés protestantes. J'imagine que des catholiques ont dû fuir les principautés ou les royaumes protestants dans ce processus de confessionnalisation. Est-ce que vous retrouvez du côté catholique, chez les théologiens, chez les juristes, un travail similaire, un travail symétrique de construction d'un statut? Oui ou non? Et pour l'instant, non. Ça s'appelle de la prochaine voilà. Pour l'instant, non, mais je n'ai pas creusé suffisamment. Mais a priori, non, mais ce n'est pas un nom définitif. Voilà.